Vous allez être fiers de moi. Je suis à jour dans mes lectures. Entièrement. J'ai de moins en moins de réceptions à vous présenter puisque je commence à être vraiment à jour au niveau de mes lectures au fur et à mesure que je reçois, je lis, je filme. Donc je suis au taquet. On va commencer sans plus tarder. On va faire comme d'habitude par maison d'édition. On commence par les tomes 1, donc tout ce qui est une nouveauté, et on enchaîne avec les suites. Je commence par la maison d'édition Akata avec le tome 1 de Tant que nous serons ensemble. On va suivre Kei et Aki qui viennent d'emménager ensemble. Tout le monde les prend pour un joli couple puisqu'ils portent le même nom de famille, mais ce qu'ils ne savent pas, leurs voisins, c'est qu'ils portent le même nom de famille pour une toute autre raison. Vous l'avez compris, ils sont frères et sœurs et ils ne démentent pas les propos de leurs voisins, ils assument être un couple et ils se font passer justement pour des jeunes mariés, ils ne démentent pas les propos. On va se demander alors comment s'est passé justement ce début d'amour, comment ils sont venus à oublier tous leurs proches et à vivre totalement ailleurs une nouvelle vie. C'est ce que va nous raconter ce tome 1. Je n'ai jamais lu un manga qui traite de l'amour interdit, donc c'est-à-dire ici entre frères et sœurs. J'avoue avoir été très touchée par ce manga, par sa thématique. Par contre, je n'ai pas le souvenir d'avoir lu qu'ils étaient frères et sœurs de sang, ou si c'était juste par le nom, ou peut-être un mariage entre les parents. Je ne sais pas du tout, et ça, du coup, le doute me prend, ça m'angoisse de pas savoir en fait. Du coup dans ce tome 1 on va découvrir petit à petit l'adolescence de ces deux protagonistes et justement leur différence de caractère qui est juste évidente. On a justement une petite sœur qui est hyper protectrice envers son grand frère. Justement on a l'impression que c'est elle la grande sœur de base. Je pense que la jeune fille s'aperçoit peu à peu de ses sentiments justement quand elle ressent de la jalousie envers les filles qui fréquentent son frère sans pour autant être leur petite copine bien sûr. J'avoue qu'il ne se passe pas énormément de choses dans ce tome 1 mais c'est hyper prometteur et c'est hyper accrocheur. En général j'aime beaucoup les mangas qui traitent de thématiques hyper tabous et c'est tabou, hein. L'amour interdit, tout ça entre frères et sœurs c'est hyper tabou. Du coup je trouve ça grave intéressant de l'avoir genre exprimé dans un manga. Et je pense que ça va être un véritable chef-d'œuvre. Donc pour l'instant, j'attends vraiment le tome 2 avec impatience parce que j'ai quand même vachement accroché. On enchaîne avec le tome 3 de L'étrange fruit, parce que si je le dis en anglais, je vais vous casser les oreilles. Pas grand chose à dire, sinon je risque vraiment de vous spoiler. Je vous rappelle quand même que c'est une série terminée en 4 tomes, donc là c'est l'avant-dernier tome. Donc il y a quand même pas mal de petites révélations sans trop bousiller le suspense parce que du coup, on sait toujours pas dire le vrai du faux, qu'est-ce qui s'est passé, où est passée la quatrième copine qui apparemment soit faite kidnapper, soit assassinée, soit on ne sait pas. On sent vraiment que cette affaire criminelle, ça hante vraiment tout le monde. Genre, il n'y a pas juste les trois copines, il y a absolument même les parents, les voisins, etc. Donc on sent qu'il s'est passé quelque chose de grave. J'ai envie de découvrir, donc j'ai hâte d'avoir le tome 4. On passe ensuite à la maison d'édition Nobinobi qui m'a fait une jolie surprise en m'envoyant ceci, qui est donc La Reine des Neiges et les 5 éclats. Alors je vais vous lire le résumé parce que je ne saurais vraiment expliquer l'histoire sans tout spoiler d'un coup, donc c'est parti. Il était une fois un monde rempli de royaumes où la magie faisait loi. Dans le Grand Nord, deux chats trouvent un miroir qui a le pouvoir de leur montrer les êtres qu'ils chérissent le plus. Les chats vont devoir arpenter différents royaumes afin de retrouver les 5 éclats manquants du miroir, logés dans des cœurs meurtris. Leur quête les amènera chez Poussette, la petite sirène, le roi nu, la petite fille aux allumettes, pour se terminer chez la légendaire Reine des Neiges. Mais je suis tellement surprise que ce manga n'ait plus et tellement conquise. Ça revisite, si vous voulez, tous les contes de notre enfance, donc pas forcément que du Disney, hein, comme avec la petite sirène, mais c'est à la fois similaire et totalement différent. Donc notamment il y a Poussette qui a juste bercé mon enfance, c'est un de mes contes préférés quand j'étais petite. Donc quand j'ai vu que le premier conte abordé c'était Poussette, j'étais aux anges. Le style de dessin souligne vraiment la douceur qui émane de ce manga. Et ce qui est hyper intéressant du coup, c'est que toutes les histoires ont un lien entre elles. Honnêtement, s'il y a d'autres mangas dans ce style qui relient un petit peu plein de contes de notre enfance, je dis pas non parce que j'ai trouvé ça génial, enfin je trouve l'idée hyper originale. Et si vous avez des enfants, mais foncez. Bah ça va, tranquille. Le voisin qui me balance ses détritus par le balcon. Bah on kiffe. Bah oui. On passe ensuite à la maison Teifu Comics qui m'a envoyé le tome 1 de Goodbye Red Beryl. On va suivre Akihiko qui est un orphelin qui n'a jamais eu la sensation d'être utile à quelqu'un,
Donc du coup il est très malheureux et n'a pas l'impression d'avoir de valeur en fait. Au moment où il décide de renoncer à la vie, il va faire la rencontre d'un vampire qui s'appelle Kazushige, si je dis pas de bêtises, qui vient le sauver. Akihiko cherche un moyen de le remercier par tous les moyens, il a vraiment l'impression de se sentir enfin utile pour quelqu'un, sauf que le vampire va le repousser froidement à chaque fois. Sauf qu'on sent que le vampire est quand même touché par la gentillesse de notre sauvé du coup, et se laisse tout doucement attendrir et approcher par celui qui l'a sauvé. Il me semble pas que j'ai déjà lu un yaoi qui fusionne en fait le monde des vampires et celui du yaoi, donc du coup je trouve ça cool de enfin lire un manga comme ça. Par contre je suis assez mitigée, je ne sais pas vraiment quoi dire concernant mon avis, puisque à la fois j'ai trouvé la lecture hyper facile, enfin franchement il n'y a rien qui m'a dérangé, il n'y a rien qui m'a choqué, c'était hyper agréable à lire. Cependant je suis un petit peu déçue de ne pas trouver un élément qui me fasse rester en mode waouh je veux trop savoir la suite, genre il y a un putain de suspense, il y a un truc qui se passe, genre il y a un élément du scénario qui m'a vraiment marqué, il n'y a rien de tout ça. Quoique je préfère plutôt ça qu'un manga genre tome 1 qui me hype de ouf, genre avec justement un événement hyper marquant, et qu'au tome 2 ça me déçoive. Donc à la limite je préfère un tome 1 qui commence tranquillement et qui va ensuite peut-être très certainement monter en puissance, plutôt que voilà un tome 1 qui me hype et un tome 2 qui me déçoit. Pour le coup c'est un très bon yaoi pour les débutants, je dirais, en yaoi, pour ceux qui commencent ce genre ma foi, parce qu'il n'y a pas de scène olé olé et ça commence donc vraiment en douceur. On va passer ensuite à la maison Kana qui m'a envoyé le tome 2 de From End, le prix de la liberté. On nous révèle enfin dans ce tome 2 qui était le complice en fait du violeur. J'ai été un petit peu moins excitée à la lecture de ce tome 2, mais je pense que l'effet découverte m'a vachement hypée dans le tome 1 et aussi la découverte de la thématique abordée. Voilà, le tome 2 il est quand même vachement bien, mais il m'a moins hypé. Mais on va pas se mentir, l'histoire elle est quand même toujours aussi poignante. La série se finit en 3 tomes, là c'est le tome 2, donc je peux vous jurer que je vais me jeter sur le tome 3. On passe ensuite au deuxième volume et le dernier volume de Fleur de l'ombre. Alors ce tome 2 a été vachement compliqué pour moi à lire, puisque il y a vachement d'agressions sexuelles et vachement d'abus dans tous les sens du terme. Même si elles ne sont pas détaillées, c'est quand même vachement choquant. Et en fait ce que j'ai trouvé vachement intéressant et à la fois hyper bizarre, c'est justement ces agressions sexuelles sont abordées avec une telle légèreté. C'est comme si notre héroïne, quand elle se fait agresser, elle est ailleurs. Mais elle est vraiment ailleurs, en plus c'est ça qui se passe. Et ça change en fait de cette image du viol que j'ai déjà lu dans les mangas où c'est hyper violent. Et là justement ce qui m'a choqué, c'est que justement son moyen de défense face à ça, c'est de partir ailleurs et de se laisser faire. Et waouh. Mais il y a quand même vachement de scènes où j'étais sur le cul, enfin excusez mes propos, mais il n'y a pas d'autre mot. Il y a quand même pas mal de scènes, je pense, que je n'ai pas compris, et suite à ma lecture des tomes, du coup 1 et 2, j'ai vachement de questions qui restent sans réponse. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas vraiment de véritable fin à ce manga. À la fois j'étais frustrée parce que, comme dans tous les mangas, on a envie d'une vraie fin qui vient clôturer le manga, ou vous savez qu'il annonce une suite ou quelque chose dans ce style-là. Ce n'est pas le cas avec ce manga-là, il n'y a pas vraiment de fin, c'est-à-dire que vous finissez le dernier chapitre, vous avez l'impression qu'il va y en avoir un autre. Mais je trouve ça beau à la fois parce que c'est un peu comme sa vie et sa situation, il n'y a pas de fin, on ne peut pas mettre de fin à ce qu'elle vit. Donc je trouve que ce manga, enfin ce roman graphique est super puissant. Je le conseille absolument pas à tout le monde parce que pour moi c'est vraiment pour le public averti, ça ne peut pas être lu par n'importe qui pour le coup. Donc n'hésitez pas si vous êtes adulte et que vous voulez un roman graphique ou un manga assez féministe. Mais voilà, je vous préviens, c'est un petit peu particulier et ça change énormément de ce qu'on a l'habitude de lire. On passe ensuite à la maison d'édition Pika qui m'a envoyé pas mal de petites choses, donc on va faire ça assez rapidement. On commence avec le tome 4 de Our Little Secrets. Donc dans ce tome-là, on voit et on découvre et on nous explique le secret d'Aoba sous toutes ses coutures. On comprend enfin pourquoi ça le tracasse autant. On connaît aussi la réaction de son ancienne équipe de basket quand il a dévoilé ce secret-là. J'ai trouvé ça assez touchant et je sens que les choses vont devenir intéressantes puisqu'on a un triangle amoureux qui se forme à la fin. Je pense que vous l'avez deviné avec la couverture, n'est-ce pas? C'est un triangle amoureux qui se veut assez prometteur, ma foi, au niveau de l'histoire et du scénario. Bon, j'ai pas commencé par la nouveauté au final, mais j'ai reçu le tome 1 de Sensuel Dilemme. Alors, on va suivre Shino, du coup, qui est une femme de 30 ans, qui est une femme d'expérience, tant professionnellement que sentimentalement. Aujourd'hui, elle a quand même une trentaine d'années.
il faut qu'elle se marie selon la société, qu'elle ait des enfants rapidement. C'est le moment ou jamais, ma petite. En gros, elle aspire à se poser, à fonder une famille. Seulement, il y a Mayuki, qui est un jeune étudiant qui a 9 ans de moins qu'elle, qui lui déclare sa flamme et elle décide, en attendant de trouver un bon parti, un bon mari, d'avoir une relation assez platonique avec ce jeune garçon. Sauf que ça va s'avérer assez compliqué d'entretenir une relation sans lendemain avec ce jeune homme, tout en essayant de se poser avec quelqu'un d'autre. Alors à la fois j'ai apprécié dans le sens où c'est un shoujo assez mature dans les dilemmes qui sont imposés à Shino, dans le sens où ça change énormément des shoujo assez classiques qu'on peut avoir qui se passent au collège ou au lycée, avec des dilemmes assez genre... Voilà. Non mais attends, lui c'est le beau gosse du lycée, si je sors avec lui, toutes les nanas vont me tomber dessus. Mais en même temps, il y a mon meilleur ami qui me kiffe. Est-ce que je sors avec lui, mais est-ce que je risque pas de gâcher l'amitié? Bref, vous avez compris, là c'est quand même des dilemmes et des choix qui sont d'une certaine manière imposés inconsciemment par la société, c'est-à-dire se marier rapidement, avoir des enfants genre autour de 30 ans ou même avant 30 ans. Faut savoir que c'est encore mal vu, je trouve, une femme qui se marie super tard, genre vers 40 piges, tu vois, et qui a des gosses super tard, entre 35 et 40 ans, c'est encore mal vu. Et c'est dommage, parce que ça fait pas d'elle une mauvaise mère, donc bon. Donc en fait, le dilemme, c'est de choisir entre se poser, avoir la sécurité, entre guillemets, sociale, sentimentale, financière, et plutôt choisir quelque chose qui semble irréfléchi, spontané et qui vient vraiment du cœur. Voilà, donc ouais, je pense que c'est le cœur qui est confronté à la raison. Alors, pourquoi je dis que je suis mitigée et qu'à la fois j'aime ce côté très mature du shoujo, c'est que je suis, je pense, trop attachée au shoujo plus classique qui se passe au lycée, malgré les dilemmes un peu cucu qu'il peut y avoir parfois. Je pense qu'il va me falloir un tout petit temps d'adaptation avant d'être totalement dedans. Par contre, si je vois qu'au tome 2 je n'accroche pas, j'arrêterai la série parce qu'il ne faut pas non plus se forcer. Ensuite, j'ai reçu le tome 2 de La Destinée de Yuki. Eh mais franchement, j'aime tellement. Genre, en fait, ce qui m'énerve, c'est que j'arrive pas à trouver vraiment un élément genre transcendant qui fait que j'adore ce manga. Mais je sais pas, genre je le lis, je suis grave en kiff sur le manga. Et je ne saurais pas vous dire ce qu'il y a de plus original, de plus wow qu'un autre manga dans le même genre. Mais je pense que ce qui m'intéresse le plus dans le manga, c'est pas forcément de savoir si Yuki va devenir une meuf hyper badass avec une autre personnalité en mode Rosa Vampire, vous savez, genre développement de la personnalité, parce qu'il y en a une qui est un peu cucu et l'autre qui est hyper badass. Bref, moi ce qui m'intéresse, c'est de savoir avec qui Yuki va finir. Justement, entre le meilleur pote et le mec trop badass. J'en peux plus de moi. Et enfin, j'ai reçu le tome 3 de Fairy Tail, la quête de 100 ans. Avant toute chose, je tiens à dire que j'ai attendu toute ma putain de vie. J'ai regardé tout l'animé de Fairy Tail, d'accord? Classique, tout l'animé de Fairy Tail. Même les OAV, ce que tu veux. J'ai attendu toute ma vie que Grey se dise enfin qu'il kiffe Juvia, qu'il aime, qu'il lui saute dessus, qu'il se jette dessus comme un bout de viande. Réellement, il a fallu que j'attende de lire ce 3e tome de la quête de 100 ans pour découvrir que Grey, genre, se dise enfin, mais attends, Juvia, je l'aime bien en fait. Non mais j'aime bien, l'auteur il te pose ça genre, allez, tiens, t'étais pas du tout prête, c'est pas grave. Bref. Bon, honnêtement, si vous aimez Eden Zero, si vous aimez Fairy Tail, bref, j'ai enfin terminé de vous présenter toutes mes réceptions manga et comme vous le découvrez, j'ai tout lu. Enfin, il y a juste un manga, c'est Battle Game, le dernier tome qui est sorti. Je suis en train de le lire en ce moment et j'aime beaucoup. Je vous ferai évidemment mon avis sur Instagram en story à la une. Avis manga. J'espère que cette vidéo vous a plu et puis moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram.